Bon, bah Emma, bienvenue sur cet entretien avec moi. Merci déjà d'avoir fait le déplacement, ou pas vraiment le déplacement, mais au moins l'effort de venir, c'est trop cool. Je suis vraiment ravi de t'avoir. Et Merci. comme tu le sais, moi, le but de cette chaîne, c'est plutôt de parler de l'humain derrière l'entrepreneur, puisqu'il y a forcément ce que les gens voient, mais il y a aussi tout ce qu'ils voient pas. Et donc l'idée, ça serait qu'on aille justement de ce côté-là, si t'es OK pour jouer le jeu. Yes, avec grand plaisir. Bon, ça marche. Bah écoute, première question, si tu veux bien, c'est bah, juste de te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien, je suis née à Genève, en Suisse. C'est pas, pour moi, vraiment un exercice. Je sais jamais comment on se présente, en fait. Est-ce qu'on se présente par rapport à qu'est-ce qui intéresse d'abord, où est-ce qu'on est né, d'où on vient. Je suis un peu une corgnaude, comme je dis, parce que j'ai plein de mélanges, donc suisse, italien. Et maintenant, j'ai déménagé, j'habite dans le sud du Portugal. Je suis de cœur plus portugaise que certains Portugais. Mhm. Et, euh, et donc, j'ai trois enfants, et donc de 12 à 2 ans et demi. Et je suis une grande passionnée comme toi, je pense, hein, de recherche sur les vérités de la vie, les mystères de l'humanité, du cosmos, les dogmes, les mensonges, les trahisons, les manipulations, le cerveau, comment ça fonctionne, l'humain, l'animal aussi. Donc en fait, je ne sais pas s'il y a un sujet qui m'intéresse pas en réalité, parce que je suis une grande passionnée de beaucoup de choses. Mais le fil rouge, c'est tout le temps la recherche de ce qu'on pourrait dire comme étant un peu une espèce de vérité, tu vois. Ou certains appellent aussi le point d'équilibre parfait, ou je sais pas, mais voilà, je suis une chercheuse. Je pense si je résume, une chercheuse. Et on dit souvent quand on est chercheur que quand on a trouvé, ben on arrête de chercher. Donc j'ai pas encore trouvé. Est-ce que tu sais justement ce que tu cherches exactement? Ben non, c'est pour ça que, que je continue, parce que c'est au fur et à mesure des découvertes que je me suis rendu compte de ce que je cherchais, tu vois? Mhm. Et bon, quand j'étais petite, je voulais être philosophe. Alors c'est pour ça que je peux rester des heures à parler de ce genre de choses-là, où certains se diraient, c'est bon, les grandes questions de l'humanité. Tu sais, moi, on me disait ça hein, quand j'étais... Mon premier copain, qui était un cuisinier hyper terre-à-terre, il devenait fou avec moi, en fait. Parce qu'à table, quand on était avec un autre couple d'amis, moi je me souviens, c'était des discussions infinies sur tu sais, la pliure de l'espace-temps, toutes ces choses-là. Mhm. Et lui, il s'ennuyait comme c'est pas possible. Alors il allait boire des coups dehors et il y avait tout le temps le c'est bon, Emma a sorti les grandes questions de l'humanité. Alors en gros, elle a plombé l'ambiance, tu vois. Ouais. Ok, bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite alors, hein, parce que Yes. tu, tu ouvres la porte. Donc moi, il y a vraiment une question que j'adore, c'est quel sens tu donnes à la vie? Purée. Alors moi j'adore les lives avec Simon. En plus, je t'ai dit, je veux pas savoir tes questions à l'avance. Donc juste, je voulais quand même dire pour les personnes qui ne connaissent pas notre relation, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Et, euh, et donc, moi, je ne suis pas une invitée comme ça qui ne te connaît pas. Et donc, je suis Mhm. très, très contente de répondre à tes questions. Donc, je voulais quand même le préciser. Et merci parce que là, tu mets la barre haut. Alors, pour moi, le sens de la vie humaine sur Terre, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, ouais, OK. bien sûr. Incarné. Ouais, pour moi, c'est alors dans évidemment ma quête, hein, parce que j'ai quand même une quête, même si je sais jamais exactement précisément ce que je recherche. Mais pour moi, le sens de notre vie, c'est de quitter la peur. Et donc, autant dire qu'à ce niveau-là, on est tellement outillé depuis petit à vivre dans les peurs, sur tous les plans que tu veux, inimaginables, qu'en fait, la reconnexion, alors moi, je le travaille à travers évidemment la naissance. Euh, et j'avais fait des bracelets à l'époque où c'était écrit l'antidote à la peur, c'est l'amour. Mhm. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est pas l'amour débile, tu sais, un peu New Age. Ah, on s'aime tous, on s'adore, on te juge pas. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la connexion. Moi, l'amour, c'est ça, c'est la connexion. Et donc, pour moi, le sens de la vie, c'est ça, c'est de reconnecter à soi.
Et comme tu le dis si bien dans ton approche que je connais très bien aussi, si tu veux connecter avec les autres, d'abord, il faut être connecté à toi. Mhm. Et donc, pour moi, c'est ça le sens de la vie, c'est de se reconnecter à soi. Et ça, c'est un sacré chemin. Exactement. Tu dis justement que tu le fais à travers la naissance. Comment ça prend forme dans ce contexte-là? Bah, tu vois, quand tu veux passer une peur, et c'est pas que les femmes, hein, Mm. parce que les hommes aussi, hein, et je dis ça aussi pour toi, parce que bah, forcément, peut-être un jour, tu seras confronté à te dire, bon, bah, tu vois, il y a plein de gens qui prennent pas de médicaments, qui ont une approche, on va dire, assez naturelle de plein de choses, mais quand ils attendent leur bébé, il y a un petit être qu'ils aiment plus que tout au monde avant qu'il arrive, et puis, bah, c'est pas que eux qui est en lien avec la décision, c'est le bébé, là. Donc, il s'agit pas de, on va dire, de faire n'importe quoi. Et des personnes qui, en temps normal, peuvent être hyper à l'aise, très zen sur plein de trucs, vont se mettre à changer, à être dans la peur. Et en fait, pour moi, de tout ce que j'ai vécu personnellement, et j'ai fait de la chute libre, j'ai pris la parole. Ben, peut-être certaines personnes savent déjà ou m'ont connu pendant la période de 2020 où on a vu plein de choses. Et donc moi, c'est vrai que la peur du jugement, d'être fustigé sur la place publique, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà surmontées. Mais quand tu accouches, il y a un truc qui ne se passe jamais dans ta vie, c'est que tu peux pas arrêter ce qui est en train de se passer. Tu vois, toi, par exemple, tu as fait pas mal de marathons ces derniers temps. Et Mhm. moi, j'ai accompagné un couple qui faisait de l'ultra trail. Et donc, c'est un couple, je me souviendrai toujours, la fille, elle arrive, elle est enceinte. Ah, mais moi, de toute façon, j'ai pas peur de la douleur. On est des sportifs de haut niveau, on fait de l'ultra trail, on est à fond avec mon chéri. Puis je lui disais, ouais, mais c'est génial, mais du coup, quand t'en peux plus, tu fais quoi? Elle me dit, bah, on arrête. Je dis, ok, tu vois, c'est vraiment au pire, voilà, t'en peux plus, bah, t'arrêtes. Au pire, t'arrêtes. Quand tu as un accouchement qui est en route, tu peux pas arrêter. Le bébé, il va devoir sortir. Donc, soit toi, tu le sors, soit quelqu'un va le faire pour toi. Donc, la médicalisation, la césarienne, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est le seul moment dans ta vie où tu peux pas appuyer sur stop, tu vois. Mhm. Et donc, en fait, à l'époque, j'avais un programme qu'on qualifie un peu de dev perso pour faire simple, même si je déteste ce mot. Et en fait, ben, depuis que j'ai mis sur pied cette approche vraiment à 360 degrés, ben, j'ai fusionné ce que je faisais avant avec le défi de la naissance, parce que pour moi, c'est le seul moment dans ta vie où en fait, tu es vraiment à 100% face à ton miroir avec tous tes angles les plus cachés, en fait. Il y a plein de moments dans ta vie où tu vas pouvoir avoir une espèce de moment des révélations, tu vois, toi aussi qui es comme habitué à tous ces échanges avec des futurs clients, où tu as des personnes qui vont révéler des angles morts chez toi, et ça, c'est hyper intéressant. Et quand tu accouches, mais en fait, c'est ça, puissance infinie, tu vois. Et il y a même Mhm. les vieilles mémoires familiales qui vont ressortir. Enfin bref, c'est la totale. Et c'est ça, en fait, tu vois, cette vérité dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est l'instant des révélations, un accouchement. Donc, ouais, Mhm. c'est énorme ce qui se passe. Ok, super. J'aime beaucoup l'idée, tu vois, tu parlais de ta perception de la vie et en fait, la naissance, c'est donner la vie. Donc, quelque part, bah, tu as aussi donné le sens de la vie de ces petits-enfants qui naissent. Et toi, justement, de t'occuper bah, des couples et des femmes en particulier qui vont accoucher, sachant que tu peux pas appuyer sur pause. Comment tu le gères ça? Parce que mine de rien, c'est quand même une grosse responsabilité d'accompagner ces femmes-là. Oui, et en même temps, ça tombe vraiment bien que tu me poses cette question parce qu'on est en plein dans une actu brûlante justement sur des mouvements un peu, on va dire, qualifiés de radicaux, mais qui s'auto-qualifient de radicaux aux États-Unis où c'est la naissance radicale, on est contre la médicalisation à outrance. Enfin, tu vois, c'est vraiment à ce stade-là, c'est vraiment pour moi une quasi-dérive. Et le mot de la responsabilisation est au centre de mon approche, c'est-à-dire que bah, moi, j'ai pas un seul profil de personne, et il y a des personnes que tu vois qui rentrent dans mon accompagnement et veulent pas entendre parler d'examen, de quoi que ce soit, et donc c'est rare, mais ça peut arriver des fois des gens qui veulent pas faire le moindre check pendant une grossesse, et donc là, c'est des gens qui assument l'entièreté de la responsabilité de leur choix, et donc c'est vrai que c'est ces personnes-là aussi qui m'ont formée parce que moi, j'ai jamais autant été experte que depuis que j'ai accompagné les gens vraiment. Tu vois, pas un programme que tu vois en ligne, puis après, tu vois pas ce que font les gens. Là, c'est vraiment, tu vois, dans les ateliers, j'entends des personnes qui ont vraiment des postures et c'est comme ça et ils l'assumeront, peu importe ce qui se passe. Et donc, effectivement, ça, c'est un profil de personne très particulier. Et donc, de toujours bien clarifier ce que les personnes attendent. Et je pense que
En fait, il y a souvent un manque de clarté de la part des professionnels, des familles, des parents. C'est finalement qu'est-ce que tu attends de moi? Tu vois, dans n'importe quel type de relation, déjà bien clarifié. Et donc, moi, je prends jamais euh, sur mes épaules un choix qui ne doit pas être fait de ma part. Et donc, mon rôle, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils ont à faire, mais c'est de leur dire, OK, ça, c'est ta question. Voilà tous les éléments que tu peux prendre en compte pour toi, après, prendre une décision éclairée. Parce que tu vois, Simon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, légalement parlant, on parle de décision éclairée. Ça, c'est la loi. Mais en fait, en pratique, les gens ne prennent jamais des décisions éclairées en ce qui concerne leur bébé parce qu'en fait, ils sont profondément ignorants de tout ce qui se passe. Ils ont peur, donc ils suivent la blouse blanche. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais tu vois, à l'époque, on faisait confiance au curé du village. C'était la soutane, mais maintenant, c'est la blouse blanche. Donc, on est tous comme des petits-enfants face à une figure d'autorité extérieure. Et puis, pour certains, ben, ça se limite à ça dans leur vie. C'est ou un médecin, ou... Puis en fait, la figure d'autorité va changer de forme, mais au fond, c'est jamais eux qui vont prendre une décision éclairée. Donc moi, je ne me sens pas responsable, en fait, du choix des gens. À partir du moment où j'ai fait ma part dans cette équation, c'est-à-dire, ben, voilà les faits. Et puis ça, c'est un job à plein temps, parce que quand tu arrives sur, bah, par exemple, quels sont les risques d'une mort in utero passé 42 semaines d'aménorrhée, tu vois, c'est des questions techniques. Bon, bah voilà, Mm. moi, je peux te sortir, bah, il y a des études sur tant de millions d'enfants, voilà les résultats, voilà 12 études que je peux te montrer, voilà les biais de chaque étude. Alors maintenant, bah voilà, fais ton choix. Mais pas un choix par peur, mais un choix parce que c'est toi, tu connais ton terrain, tu sais évidemment comprendre les analyses et qu'on a faites par rapport à tes analyses et pas à une cohorte ou un standard, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment, et puis quand j'avais écrit mon livre sur la médicalisation des naissances, je parlais justement de cette problématique, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire tourner des entreprises. Les hôpitaux sont transformés pour beaucoup, enfin les cliniques privées et tout le secteur privé bien évidemment, c'est des entreprises. Donc, il faut gérer les naissances, les salles, les slots. Et puis, c'est comme ça. Moi, j'appelle ça les pistes d'atterrissage pour bébés. Donc, il faut libérer la piste 2, il faut libérer la piste 4, puis on va booster les femmes avec des hormones de synthèse. Puis, en fait, les gens, dans ce cadre-là, ils savent plus trop où est le risque réel. Et il y a souvent un mélange de commerce, de santé. Enfin, tout est mêlé. Tout est emmêlé. Moi, ma responsabilité, c'est de montrer aux gens où il y a les nœuds et comment les démêler. Ok. Quelque part, ça serait, enfin, moi je le vois comme ça, c'est leur redonner le pouvoir en fait par rapport à la naissance de leur enfant. Oui, totalement. Ok. Justement, toi, tu te sers de ton pouvoir de parler. Tu t'exposes beaucoup. Moi, j'ai entendu pas mal de choses que tu dis, pour la plupart qui sont très justes, et ça va toujours dans ce sens-là de redonner le pouvoir aux gens de réfléchir par eux-mêmes et prendre leurs décisions. Comment tu gères forcément cette exposition qui est aussi bah, quelque part pas forcément toujours évidente. J'imagine que tu dois avoir un peu de backlash sur les réseaux aussi. Bah, écoute, honnêtement, maintenant c'est bon, je suis arrivée dans une zone. Tu vois, c'est un peu, moi je prends l'image de l'avion, tu sais, quand tu décolles et puis qu'il fait mauvais, t'as une couche de nuages, ça bouge. Un décollage, c'est jamais hyper fluide, c'est pas très agréable en fait. Mhm. Ça secoue, et puis quand tu passes au-dessus des nuages, la partie où tu es dans les nuages, c'est quand tu es dans le bruit. Et en fait, pour moi, cette zone, c'est quand tu regardes les commentaires des gens et que tu t'identifies, en fait. Tu vois, c'est quand t'as pas encore intégré le principe de je suis juste un miroir et ça m'appartient pas. Et donc, si aujourd'hui, il y a des personnes qui nous écoutent et qui hésitent à poster leur avis, etc., ben, faut y aller, en fait, parce que là aussi, on est vraiment dans une opportunité pour, en fait, dissoudre l'ego. Et je pense que c'est ça la clé. C'est pas, il n'y a pas de trucs et astuces. Il faut juste se faire violence et y aller. Et moi, donc, du coup, bah, évidemment, il y a quelques années, ça a été l'enfer. Moi, j'ai reçu des menaces de mort, enfin, la totale, tu vois. Et à tel point que même une fois, devant une prise de parole devant l'ONU, il y avait quand même 7 personnes en civil dans la foule au cas où, tu vois, parce que j'avais reçu des menaces sévères. Et puis à l'époque, j'avais qu'une fille, donc c'est sûr que, bon, même si t'as qu'un enfant, ça reste, t'as un enfant et t'as pas envie de te faire démolir, enfin voilà, tu vois. Donc là, je dirais, c'est la seule limite que j'aurais pu avoir, c'est sur les prises de parole publiques, parce qu'à un moment donné, il faut quand même faire un peu attention, tu peux vraiment tomber dans des réactions extrêmement violentes.
Bon, c'était un moment particulier aussi pendant une espèce d'hystérie mondiale. Mais sinon, en général, moi, je le gère très bien. C'est-à-dire que je m'en occupe pas. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Et puis ensuite, bah, les gens en font ce qu'ils veulent, quoi. Ça m'appartient pas. Ta fille, justement, t'en parles, qui a 12 ans, donc j'imagine qu'elle commence peut-être à avoir accès aussi au réseau et à tout ça. Comment, justement, elle gère ou comment toi tu fais en sorte de gérer ça pour que ça se passe de la manière la plus fluide? Alors, bah, déjà, ici, au Portugal, personne ne me connaît, hein. Enfin, ceux qui me connaissent ici sont les francophones qui sont expatriés, tu vois, parce que bon, je fais pas des contenus en portugais. Donc là, elle vit sa vie de pré-ado et tout va bien, hein. C'est vrai que en fait, elle l'a toujours bien vécu quand on était à l'époque en Suisse. Bon, c'est vrai que souvent, quand on se faisait arrêter dans les magasins ou quand on faisait des courses, mais c'était toujours de la bienveillance. C'était toujours des gens adorables qui disaient ah merci et tout. Et elle me disait tout le temps, tu vois, waouh, c'est fou. Les gens te disent merci pour ce que tu fais. Et, euh, et à papa, les gens disent jamais merci parce qu'elle a un père qui est banquier, tu vois. Alors du coup, c'est pas Pascal, hein, je précise. Mais du coup, c'était rigolo parce que bah, forcément, moi, je me faisais un peu traiter de tous les noms par son père parce que j'étais une folle alliée. Évidemment, hein, on n'aime pas. Et Mhm. puis elle disait, ouais, mais en même temps, les gens disent quand même tout le temps merci. Et ouais, c'est une fille qui a la tête sur les épaules. Elle est extrêmement mature pour son âge. Et puis, je l'ai toujours éduquée avec pour moi, la notion de discernement. Ok, tu sais, tu peux penser autre chose que maman, tu peux penser autre chose que les autres, mais surtout, assume en fait. Assume ce que tu penses et va dans le débat. Parce que, tu vois, je trouve que c'est une opportunité pour un enfant quand il y a justement un parent, ou en tout cas une exposition comme ça, de comprendre et d'expliquer que l'objectif, c'est de pouvoir parler, de pouvoir échanger, mais pas de rester de nouveau dans la peur d'être jugé, etc. Aujourd'hui, les enfants ont besoin je pense, de ça, en fait, ont besoin de s'autoriser à parler, parce que c'est bizarre, on vit dans une ère où, soi-disant, il faut tout accepter, mais en fait, il y a tout qui est censuré. Je sais pas si tu vois cette espèce de paradoxe de folie, c'est le monde schizophrène. Et donc, je pense que les enfants devraient tous être éduqués à, à cette violence qu'on peut recevoir quand on poste des avis, des vidéos, etc. Parce que quand on voit les dégâts que ça peut faire, tu vois, bah, par exemple, ma fille aînée, elle, elle a appris, même si c'est pas toujours simple, à pas se sentir visée quand quelqu'un la juge. Mhm. Tu vois, et elle a 12 ans, hein. Elle a même pas encore 12 ans. Et Mhm. donc, ça, nous, on a utilisé, enfin, moi, je l'ai vraiment utilisé comme pédagogie, en fait, si tu veux, cette exposition pour elle. Ok, super intéressant. Et tu nous as parlé de Pascal. Moi, je connais bien Pascal et j'adore Pascal. Euh, Justement, Pascal, aujourd'hui, bah, je le vois aussi de plus en plus sur tes réseaux et ça fait vraiment plaisir. Euh, Aujourd'hui, Pascal, c'est qui pour toi? Ah, Pascal, c'est tout. C'est plein de facettes. Évidemment, c'est mon chéri, c'est mon ami, c'est le père de mes deux derniers, c'est mon partenaire de travail, c'est mon chaman aussi, parce que, en fait, tu vois, Pascal, c'est un geek au départ, très tech et très terre à terre. Et en même temps, bah, il est guérisseur malgré lui, parce qu'il a ça en lui, tu vois. Mais Mhm. même le fait que je parle avec lui, je lui pose des questions, je lui dis qu'est-ce que t'en penses, et ça, qu'est-ce que je devrais faire. En fait, il me dit jamais rien. Et je parle avec lui, et en fait, au bout de 10 minutes, ben, j'ai ma réponse. Et je lui dis, ah merci, tu m'as aidé. Il me dit, mais tu sais, c'est comme d'habitude, tu me demandes, mais tu me laisses même pas en placer une, puis à la fin, tu as ta réponse. Donc, on a une relation vraiment très difficile à décrire, parce que je pense que c'est le genre de relation que tu n'as qu'une fois dans ta vie, tu vois. Tellement c'est simple. Génial. Aujourd'hui, justement, comment dire, comment tu approches cette relation dans le sens où vous travaillez ensemble, bah, il y a la famille, tout est un peu entremêlé. Ouais. Euh, Comment justement, toi, comment dire, tu te positionnes dans cette relation pour faire en sorte que justement il y ait toujours cette fluidité? Eh ben, écoute,
je pense que quand tu es avec la bonne personne, ça se fait, tu vois. Mm. Et tu vois, tu peux aussi voir les choses que c'est comme quand tu te maries avec la mauvaise personne. Tu peux essayer toutes les méthodes que tu veux. Tu peux essayer toutes les Mhm. techniques, tous les thérapeutes de couple, tous les coachings, tous les programmes. Quand c'est mort, à la base, c'est mort, tu vois. Après, c'est comment réussir. Allez, on va faire le teasing. C'est comment réussir un mariage qui va durer 30 ans ou 50 ans. Ben, marie-toi avec la bonne personne, en fait. Voilà, désolé de gâcher l'ambiance, hein. Il fallait me dire, ah, il n'y a pas un truc magique, c'est la méthode numéro un. Ben, choisis la bonne personne. Mais en fait, il faut savoir qu'un quotidien en travaillant en couple avec 3 enfants, c'est l'enfer. Mhm. C'est l'épreuve du feu. Donc, évidemment, que ça va révéler tous les dysfonctionnements. Nous, ce que ça nous a apporté et comment on le gère, c'est surtout avec énormément de clarté. Je reviens sur la clarté. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, nous, dans notre accompagnement, parce que Pascal, maintenant, lui, il coach les hommes, les couples. Donc, il a fait des ateliers pour hommes. Donc, vraiment à travers le défi de la naissance, hein. Mhm. Et donc, quand on fait aussi des fois des ateliers pour couples, souvent, on a des questions comme tu viens de poser. Comment on fait, tu vois, pour gérer tout ça? Et moi, mon approche qui fonctionne en tout cas, donc, il faut être avec la bonne personne. C'est Mhm. l'élément inconditionnel, tu vois. Tu veux faire une fondue, tu mets du fromage, sinon ça ne sera pas une fondue. Bon, la base. Et deuxième, c'est de savoir à qui tu parles. Parce que, tu vois, quand tu fais tout avec une personne, faut savoir si ce qui est un problème, par exemple, s'il y a une problématique, c'est quoi? C'est le colocataire avec qui j'habite parce qu'il y a un problème de linge sale? Est-ce que Mhm. c'est le partenaire de travail parce que bah, là, il y a un truc qui devait être fait, mais ça n'a pas été fait? Est-ce que c'est ben, mon chéri parce que bah, du coup j'ai un problème en tant que dans le couple? Est-ce Mhm. que c'est avec le père des enfants? Est-ce que c'est, tu vois, avec peut-être mon copain parce que là j'ai besoin ou ma copine. Je dis des fois Pascal c'était un peu comme ma copine. Des fois je te confie des trucs de fille. Donc bon, tu vois, et le fait de savoir à qui tu t'adresses, ça permet d'éviter déjà le méli-mélo parce que ça manque de clarté dans la plupart du temps. Il y a des projections, on attend que l'autre fasse ceci ou cela. Et je Mhm. pense qu'en fait, tu vois, quand tu travailles et tu vis avec une personne et qu'en plus tu as des enfants, t'imagines, tu as le rôle de parent où tu dois te synchroniser sur les valeurs familiales. Tu as le rôle au niveau du boulot où tu dois te synchroniser sur la vision de ton entreprise. Et comment tu manages les équipes, parce que ça aussi, tu vois, ça nécessite de savoir qui fait quoi, quel est le rôle, qui pense Mhm. à la stratégie, qui pense à l'opérationnel. Enfin, c'est énorme la clarté que ça demande, tu vois, pour que ça roule Mhm. et pour qu'à la fin de la journée, tu es contente d'aller te coucher avec cette personne. Mhm. Tu vois, c'est un sacré challenge. Donc pour moi, le maître mot, c'est la clarté. Ok, clarté, moi, il y a un mot qui me vient aussi, c'est la communication. Ouais. Forcément, à quel point vous communiquez ou à quel point, justement, tu me disais c'est simple, tu vois, c'est fluide ou à quel point vous avez aussi parfois pas besoin de parler pour vous comprendre. Alors pour moi, c'est simple parce qu'on a beaucoup communiqué avec clarté. Parce que tu vois, si tu parles dans 2 langues différentes, tu peux parler pendant 10 heures, personne ne va se comprendre. Mhm. Donc, c'est important de savoir exactement. Et tu vois, plus c'est clair dans ta tête, moins tu parles. Tu le sais à quel point, Simon, toi qui coach aussi beaucoup les personnes, comme c'est dur de faire une phrase. Quand tu Mhm. demandes à quelqu'un, c'est quoi ta problématique, les gens, ah oui, mais parce qu'en fait, tu vois, il y a eu ci. Et s'il te plaît, fais-moi une phrase. Et tu vois, Voltaire disait dans une lettre à une de ses amantes, écoute, je suis désolée, je t'ai fait une longue lettre, j'ai pas eu le temps de t'en faire une courte. Et Mhm. c'est vraiment ça, je trouve, la clé, c'est de dire, OK, ben moi déjà, je vais me focuser sur vraiment ma problématique et mes attentes et ce que je propose pour que ça change. Et l'autre aussi. Et oui, effectivement, bah, du coup, après, tu peux rentrer dans une discussion qui porte ses fruits. Et après, il y a aussi des espèces de sortes de routines que moi j'ai installées, parce que c'est moi la locomotive, si tu veux, de l'organisation. Mhm. Et donc, j'ai installé des temps où, si tu veux, on passe beaucoup de temps à discuter avant d'agir. D'accord. Voilà. Avant de bouger, OK, maintenant, OK, juste, est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on va faire? Qui fait quoi? Tu vois, c'est vraiment clair. Et alors, c'est vrai que, bon, c'est plus technique quand tu travailles ensemble. Pour nous, la partie famille et vie privée, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'évidemment,
t'as moins de deadlines, t'as moins de problématiques, il y a moins d'enjeux aussi derrière au niveau, si tu veux, d'une journée de 24 heures. Tu vois, au pire, si t'as pas acheté ta cuisse de poulet, bon, c'est pas grave, tu mangeras autre chose, quoi. Tu vois, tandis que là, tu peux vite avoir des répercussions si t'es pas hyper, hyper OK par rapport à l'aspect pro. Mhm. Et justement, tu parlais de prendre des décisions. Je sais que tu as changé ton environnement récemment. Comment vous avez pris cette décision-là et comment maintenant vous gérez justement votre environnement? À quel point c'est important pour vous? Ouais, bah, ça, c'est vrai. Écoute, bon, moi, je dois dire que j'ai toujours eu envie d'habiter là où j'habite maintenant. Je viens ici depuis que j'ai 1 an et quelques mois. Donc, c'est un endroit que je connais profondément et je me suis toujours sentie chez moi là. Donc, ça, c'était quand même latent. Mhm. Et puis, la décision, pour moi, est vraiment venue comme une évidence quand j'ai vu à quel point ces dernières années, le monde est parti en vrille. Et puis, j'en avais marre de subir l'énergie dans les villes avec tout ce qui s'est accéléré, hein, le contrôle. Et en fait, ce conditionnement, parce que j'ai fait quand même beaucoup de contenu sur la façon dont on fabrique un consentement. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, l'histoire de la grenouille qui se fait brûler sans sentir qu'elle est Oui. en train de chauffer, bon, parce qu'évidemment, on monte la température petit à petit, bah, c'est ce qui se passe dans les villes. Et donc, j'ai compris ça quand j'ai quitté cet environnement-là. Et sur le moment, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'ai écouté mon intuition qui me disait, tu ne peux plus vivre là, tu vas te rendre malade. Mais pas malade avec un petit rhume, tu vas vraiment malade profondément. Et pour moi, le pays dans lequel je suis née n'était pas mon pays vibratoire. Mhm. Et donc, pour moi, c'était une évidence que je viendrais là. Donc, la décision, elle a été prise. Après, c'est vrai que entre la décision de l'âme et puis l'aspect pratico-pratique, il a fallu quand même 2 ans pour que les choses se mettent en place. Et donc, j'avais l'impression de vivre dans une gate à l'aéroport, dans la zone de Mhm. transit, tu vois. Et je Oui. disais à Pascal, et on passait du temps, parce qu'en plus, j'étais enceinte du dernier. Et puis, il y avait aussi plein de choses qui faisaient que je ne pouvais pas partir de la Suisse tout de suite au niveau de la logistique. Mais je savais que j'étais loin déjà. Donc mon esprit était plus là, mais mon corps était encore là. Et c'était bizarre, je disais à Pascal, purée, j'ai l'impression d'être dans la zone de transit. Je suis ni dans un pays ni dans l'autre. Je suis complètement splittée en deux bouts. Et j'ai vraiment vécu ça comme une période très bizarre. Et en même temps, je savais exactement ce que je vivais. Je savais que j'étais dans une transition. Et donc, ça m'a permis d'être vraiment dans un accueil et pas dans une lutte, tu vois. Et d'être dans ce flow et de dire, OK, bah, de toute façon, moi, je suis en train de construire dans mon futur. Donc là, c'était très quantique, hein, le truc, tu vois. Je suis déjà en Ouais. train de construire mon futur là. Physiquement, je suis là, mais c'est bon, c'est OK, tu vois. Je me baladais entre les espaces. Et ouais, maintenant, j'en garde quand même un bon souvenir, même si c'était pas toujours simple. Bon, je vois que sur cette question, on a commencé à parler vibration, intuition. Donc, je vais en profiter pour plonger de ce côté-là parce que je sais que c'est quelque chose qui te passionne aussi. Euh, Ton intuition aujourd'hui, comment tu la décrirais? Elle est le plus, je dirais, elle est la plus préservée possible que je puisse faire, en tout cas. Voilà. Moi, j'ai une intuition qui est physique. Mhm. Et ça s'est vraiment développé depuis mon dernier accouchement. C'est-à-dire que j'ai des sensations physiques qui me parlent. Et donc, voilà, c'est comme ça. Je me pose des questions, je parle à haute voix. Et c'est rigolo parce que c'est dans mon human design, ça. Tu vois, je Mhm. sais que toi, en plus, tu es hyper calé là-dedans. Et dans mon design, moi, je dois parler haute voix. Et je l'ai fait inconsciemment, tu vois. Mhm. Et je me suis rendu compte que quand je parle à haute voix, je pose la question, mon corps, il répond derrière. Et donc, voilà, mon intuition, elle est physique. Voilà, je veux dire comme ça. Enfin, Mhm. elle n'est pas physique, mais mon corps me répond physiquement. Et si je dois valider une intuition, voilà, ça c'est un peu plus précis. Ok. Hum, et tu t'en sers pour quoi? Pour tout. Pour toutes les zones où j'hésite, évidemment, sauf si je suis devant. Mais non, même pas en fait. Tu vois, si j'hésite entre un paquet de biscuits à gauche ou à droite, bah voilà, c'est pareil. Je me dis, bon, quoi, allez, je laisse prendre ma main là où elle veut aller, tu vois. Donc, non, j'utilise tout le temps, en fait, tout le temps. Mais depuis que j'ai quitté la ville, je reprécise, pour moi, ça a été capital Mhm. d'être connecté avec la nature. Mon intuition a été très interférée en ville.
D'accord. Et tu parlais du rôle de ton dernier accouchement aussi. Euh, Mhm. comment un accouchement peut justement ouvrir les femmes, potentiellement les couples, enfin je sais pas, tu me diras aussi si c'est le cas, mais à une dimension aussi un petit peu plus subtile de qui on est. Ah waouh. Bah en fait, c'est justement un rituel initiatique. Le rituel initiatique numéro un dans l'espèce humaine, c'est la femme qui est censée le vivre. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est le seul moment de nos vies où on ne peut pas appuyer sur stop et elle va vraiment traverser la peur de mourir, qui est la peur la plus fondamentale que nous portons. Mm. Et donc, quand tu regardes au niveau anthropologique, les hommes n'ont fait que essayer de reproduire des rituels initiatiques qui essayent de mimer ce que la femme va vivre quand elle accouche. Mhm. Alors, pas sur la forme, mais sur le fond. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire semblant d'accoucher, mais c'est toujours, on part dans les bois, je fais simple, hein, Mhm. on va vivre une expérience de mort, entre guillemets, et après on revient transformé. Et l'accouchement, c'est ça. C'est-à-dire que la femme, elle va partir dans des états de conscience, donc dans les bois, entre guillemets, modifiés, et donc qui ne sont pas du tout les ondes bêta donc, qu'on a maintenant, parce que là, on parle, voilà. Et donc, l'accouchement, c'est déjà une modification des ondes cérébrales très particulières, à moins que tu sois médicalisé. Dans ce cas-là, bah, tu les auras pas, tu vas rester en onde bêta. Et donc, quand tu commences à fouiller là-dedans, je te jure, Simon, c'est que ça met le tournis. Parce qu'en fait, tu te dis, si tu veux vraiment attaquer une civilisation, tu fais ça, tu attaques les naissances. Parce que non seulement tu vas attaquer la mère, mais en plus, tu vas attaquer le bébé qui arrive, c'est-à-dire, tu vas pas lui permettre à lui de faire sa première expérience sur Terre, dans lui aussi son pouvoir et sa puissance, dans son autorité. Déjà, aujourd'hui, on pousse beaucoup les femmes à être déclenchées, donc les bébés ne choisissent plus leur heure de naissance. Ça pose une question fondamentale. Hein, on parle de human design, on parle de thème astral. C'est quel est le vrai choix là-dedans? Moi, je pense que les Mhm. bébés ils choisissent le moment où ils veulent naître. Donc déjà, ce choix-là, ils le font plus. Je pars du principe qu'on vit comme on est né, donc ça aussi, ça a été repris par certains amis psychiatres et psychologues aussi que j'ai, qui me disent, ah ouais, c'est vrai que ça fait vachement sens. Maintenant que je me rends compte que je connais un peu plus la problématique des accouchements traumatiques, je pose d'autres questions à mes patients et on a d'autres résultats, parce que si tu connais pas ça, tu tournes autour du mauvais pot pendant des années. Et donc pour moi, c'est le moment où évidemment tu vas te révéler à toi, déjà en tant que femme, parce que quand tu vas passer cette peur de mourir, tu vas lâcher. Et c'est ça le moment de switch en fait dans la femme, parce qu'elle lâche, elle renonce, elle accepte de mourir. Et donc à ce moment-là, c'est la magie que opère, elle ouvre le fameux chakra du cœur. Donc là, je te la fais courte, hein. Ouais, ouais. Hein, quand on parlait de l'amour, c'est pas l'amour de nouveau avec des petits bisous cœur, c'est vraiment le chakra là qui s'ouvre entièrement et qui l'amène à cette fameuse ultra connexion. Cette ultra connexion lui permet de se connecter à une sorte de sagesse universelle où elle sait, tu sais, quand on dit je sais tout, je suis partout, dans tous Mhm. les temps, c'est ça, hein. Elle est vraiment, moi je l'ai vécu pour mon troisième. Et donc je ne savais pas que ça existait. Et c'est pour ça que j'ai pas eu de biais par rapport à ça, parce que c'est vraiment, ça a été initiatique. Et je dis, mon dernier est venu avec un message dans les mains, puis c'est ça en fait que Mhm. j'ai touché à ce moment-là. C'est cette hyper connexion où tu sais exactement tout, tu sais ce qui se passe, tu es connecté avec des mondes invisibles que tu n'aurais même pas imaginé et tu es dans tous les espaces-temps en même temps. C'est un truc vertigineux. Et donc, l'homme, lui, dans cet euh, environnement-là, son rôle est capital parce que lui, il va sécuriser l'espace par sa présence et il va permettre à la femme d'aller connecter à ça. Pas parce qu'il va faire des choses, mais parce que sa présence va rassurer suffisamment la femme pour qu'elle puisse partir. C'est comme Mhm. s'il il s'arrêtait au bord de la rive et elle part chercher l'âme de l'enfance. C'est magnifique hein, ce qui se passe vraiment. Et donc, nombre d'hommes disent, que j'ai interviewé après, maintenant je suis enfin devenu un homme. Et ils le disent pas dans le sens, évidemment, genré, un peu débile, hein. C'est vraiment, fondamentalement, il y a quelque chose qui s'est opéré en moi alors que j'étais déjà père. Mais Mhm. là, ce que j'ai vécu, ça m'a fait passer à une autre étape en moi et le mot qui revient tout le temps, c'est ineffable. Il n'y a pas de mot pour dire ce qu'on a vécu nous en tant qu'hommes. Donc, Mhm. en fait, je me suis rendu compte que quand chaque personne fait 100% de ce qu'elle a à faire dans ce moment-là,
que ce soit la mère, son chéri et le bébé, eh bien, en fait, tout le monde va vivre ce moment initiatique. Et donc, comment elle se transforme? Donc, tu vois, physiologiquement, le fait d'ouvrir complètement ses portes énergétiques avec l'acceptation de mourir, elle va renaître complètement différente avec un plan de sagesse qui est à jamais, en fait, en elle. Et donc, c'est pour ça que je dis que les femmes qui vivent ça reviennent très dangereuses pour le système établi parce qu'on leur dit plus ce qu'elles ont à faire. Elles ont une connexion avec leur intuition qui est exacerbée. Et justement, bah, toi, tu dois avoir plein d'exemples avec tous les couples que tu as accompagnés. Euh, Quelle est la transformation la plus fréquente que tu vois? Parce que j'imagine que quand tu vis ce genre d'expérience, revenir dans ta vie d'avant, après la naissance, ça doit être un petit peu compliqué, non? Alors, il y a des femmes qui restent dans cet état-là pendant quelques semaines. Moi, ça a été mon cas, hein, donc ça, on redescend tranquillement, évidemment. J'étais un peu en état de méditation pendant à peu près une semaine avec Edison. Donc, ça a été extraordinaire. Mais en fait, ce qui change beaucoup, c'est cette nouvelle posture où elles ont quitté ce que je nomme l'énergie de la petite fille, tu vois. Mhm. Et donc, une fois que tu l'as quittée, tu peux plus revenir là-dedans. Donc, après, c'est vrai que c'est un nouvel enjeu. Et c'est pour ça que maintenant, on accompagne les personnes encore après qui restent. Mhm. Parce que le nouvel enjeu, c'est, bon, bah, maintenant que ça, je l'ai vécu, comment implanter cette nouvelle énergie dans ma vie au quotidien, tu vois? Et pas juste Mhm. que ce soit un beau souvenir dans l'album familial, mais maintenant, je veux que ça soit cohérent dans ma vie et souvent dans la vie professionnelle, hein. Et tu vois, aujourd'hui, on a une pédiatre qui est à la retraite, tu vois, comme quoi c'est pas forcément que les femmes qui accouchent, mais l'énergie de la naissance, de la créativité, c'est la même toute sa vie. Et Mhm. donc, bah, après, le challenge, c'est ben maintenant comment être cohérent dans tous les aspects de ma vie, que cette valeur ou cette énergie qui m'habite soit alignée, en fait, tu vois. Et donc, Mhm. ça, c'est le gros challenge des personnes. Et ça s'inscrit dans un travail au quotidien. D'accord. Et toi, tu accompagnes justement dans ce travail-là? Ouais, ouais, pour celles qui veulent y aller, là, on y va. Et c'est vrai que le travail, là, on le fait bien en profondeur et c'est génial. Quel sens, toi, tu trouves à justement accompagner ces femmes à aller encore plus loin? Ben, tu vois, ça rejoint mes deux valeurs fondamentales qui m'animent, c'est l'autonomie et la souveraineté. C'est toujours, ça tourne toujours autour de ça. Donc, de nouveau, pour moi, tu peux pas être vraiment autonome si du matin au soir, tu sais, on passe bah, la majorité de notre temps au travail. Tu peux pas vivre autonome si tu vis pour, on va dire, pour subir un travail qui te plaît pas. Et tu vois, la majorité des personnes ont quand même besoin de travailler pour payer leurs factures. Enfin, c'est quand même une Mhm. réalité. Tu vois, moi, j'ai juste deux personnes qui se considèrent comme rentières Mhm. dans mon accompagnement. Le reste, c'est des personnes qui travaillent, tu vois. Et donc, bah, c'est sûr que il va falloir maintenant, à partir de là, trouver déjà un équilibre et puis surtout de la clarté parce que ce dont je me suis aperçue, c'est que beaucoup de personnes pensent avoir trouvé la solution à leur problème. En fait, elles n'ont pas identifié le problème de départ. Donc, du coup, tout est construit sur le mauvais problème. Mhm. Et du coup, bah, en fait, elles courent dans la mauvaise direction. Et ça te coûte très cher dans la vie. Ça te coûte cher déjà financièrement, mais ça va te coûter cher en temps. Et puis, avec tout ce que ça peut impliquer derrière si tu fais les mauvais choix. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, voilà, pour moi, l'importance de, de continuer. Alors, c'est surtout sur l'aspect pro, mais il y a des personnes aussi qui veulent changer de lieu de vie. Et donc, évidemment, naturellement, bah, elles viennent vers moi parce que je l'ai fait aussi. En fait, il Mhm. n'y a pas de miracle. À un moment donné, tu te fais accompagner par des personnes qui résonnent avec ce que tu veux faire, tu vois. Donc moi, j'attire des profils de personnes qui en ont marre de là où elles veulent vivre ou qui se posent quand même pas mal de questions, même s'il n'y a pas encore tout qui est défini, qui veulent une reconversion pro, qui veulent donner du sens et une cohérence à leur vie, et puis qui en ont marre, en fait, d'avoir des lacunes de connaissances auprès d'un système en qui elles n'ont plus foi, tu vois. Donc, si tu veux, ça cumule un peu tout ça.
Et puis voilà ce qu'on travaille ensemble pour qu'après elle puisse elle aussi impacter, œuvrer, etc. Tu vois, puis que ça fasse sens. Enfin, c'est très féminin, hein. Je sais pas. Moi, j'ai évidemment, je travaille auprès des femmes, même si les hommes sont aussi plus avec Pascal, mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime beaucoup auprès des femmes que j'accompagne, c'est que, tu me diras peut-être après si c'est comme ça chez les hommes aussi, mais en tout cas, les femmes, elles ont besoin pour beaucoup de mener du sens à ce qu'elles font, tu vois. Et c'est ce qui te prévient, te prémunit du burn-out d'ailleurs, hein. Oui, oui, bah en fait ça va dépendre, hein, tu vois, ça dépend des personnes. Moi je réfléchis plus en termes d'énergie, mais c'est vrai que globalement, quand les personnes sont assez équilibrées, tu vois, en énergie féminine et masculine, il y a toujours cette recherche de sens qui va émerger à un moment donné. Et je pense que tu le vois, ça fait aussi partie de ton travail, mais c'est vrai que bah, chercher du sens sans l'action, bah, quelque part, c'est un petit peu patauger dans la semoule, tu vois. Donc il faut un petit peu des deux, mais oui, s'il y a que de l'action, effectivement, c'est pour ça que tu parles des hommes de cette manière-là, et je conçois totalement. Effectivement, à ce moment-là, tu vas pédaler, 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 sans jamais regarder, puis à un moment, tu vas te réveiller, puis tu vas dire, mais en fait, tout ça, pourquoi? Ouais, Et c'est vrai que le schéma des hommes, ça va être plutôt celui-ci, effectivement. Mais tu vois, moi, je travaille et avec les personnes avec qui je travaille, donc j'ai beaucoup de femmes, bien évidemment, parce qu'il y a forcément toute cette notion de sens que moi, je vais amener et cet équilibre-là entre les deux énergies qui est super important si tu veux mener des projets à bien. Enfin, je pense que tu en es l'exemple le plus marquant. Tu as vraiment un équilibre entre les deux énergies qui est vraiment parfait, quoi. Parce que tu passes à l'action et puis tu as cette recherche de sens aussi derrière. Et on voit où ça mène, en fait. Derrière, tu fais de grandes choses. Et je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont quand même une énergie féminine assez forte, assez développée. Et ces hommes-là, ben, tu vois, personne s'occupe d'eux. C'est vraiment marrant parce que du coup, ils se sentent pas bien dans leur posture d'homme parce que ben, un homme, c'est pas censé être comme ça, c'est pas censé avoir une sensibilité, c'est pas censé montrer ses émotions. Et puis, du coup, bah, ils veulent pas non plus le mettre parce qu'après, ils vont être jugés. On revient de toute façon aux peurs de base, hein, mais être jugés de faibles ou de fragiles ou quoi que ce soit. Mais du coup, moi, je vois que de plus en plus, avec mon message, j'attire ces hommes-là. Et je trouve que c'est trop cool parce que de la même manière que les femmes, ceux qui vont mener des grandes choses à terme, c'est vraiment ceux qui auront l'équilibre dans les deux énergies. Donc, en fait, ça dépend des hommes, pour répondre ouais, à ta question. ouais, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment une question de, comme tu dis, hein, de trouver son rythme en fait. Et tu parles d'équilibre, c'est aussi une notion certaines fois qui est difficile parce que, et surtout quand on a les enfants en plus, je pense que il faut casser le mythe pour moi de l'équilibre dans le quotidien. C'est forcément, je disais l'autre jour à une fille que j'accompagne, je disais, fais le deuil de trouver un équilibre. Ta vie, ça va être le chaos en permanence avec des enfants et tu vas trouver ton rythme là-dedans, tu vois. Moi, je préfère parler de rythme en fait. Ouais, ouais, très juste, très juste. C'est comme, je prends souvent cet exemple de la marche. Tu sais, pour marcher, tu es en déséquilibre. Pour avancer, tu es toujours en déséquilibre. C'est la même Ouais. chose. Et tu vas trouver la stabilité dans l'instabilité, en fait. C'est quand tu es à l'aise Hmm. avec l'instabilité que tu trouves une certaine forme de stabilité. Ça, c'est toujours, on parlait des paradoxes, tu vois, mais c'est toujours ces paradoxes-là où au final, tu trouves ta stabilité dans l'instabilité et tout est comme ça. Euh, Emma, tu as fait déjà énormément de choses. Tu as énormément d'impact, et puis comme tu disais, tu vois, euh, j'ai le mot en anglais, ça rend le pouvoir, l'autonomie, la souveraineté aux femmes qui, elles, à leur tour, vont aussi avoir de l'impact, que ce soit avec leurs enfants et puis même dans le monde derrière. Euh, du coup, à partir de là, c'est quoi tes rêves à toi? Moi, c'est d'aller à la plage sur mon cheval et qu'on me foute la paix. Tu vois, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Euh, En fait, mon rêve, je vis déjà dedans. Et, 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 et en fait, j'ai pas de, si tu veux, je me mets pas des objectifs. Il faut que j'ai accompagné tant de personnes. Il faut que j'ai fait ça et ça. Mon rêve, c'est de continuer à être dans ce rythme qu'on décrit le plus longtemps possible, que mon corps suive aussi, que l'énergie suive. Et puis que je garde toujours cette sagesse, ce discernement euh, entre ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, de rester humble aussi, parce que ça aussi, c'est un sujet, tu vois, moi je dis toujours, les personnes que j'accompagne, c'est leur victoire, c'est leur accouchement, c'est pas, tu vois, de pas s'approprier les,
les succès des personnes qu'on accompagne, de rester toujours dans cette quête, dans ce côté de chercheur et de curiosité. Et en même temps, évidemment, mon rêve, c'est de passer plus de temps dans la nature avec mes animaux parce que, bon, on a quand même un projet. En 2026, on va enfin pouvoir emménager dans notre ferme 3.0. Là aussi, on est dans un paradoxe total parce qu'on est dans un projet d'autonomie alimentaire avec des poneys, des poules et compagnie, et en même temps, fibre optique, un geek, des drones, c'est la NASA, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, c'est de continuer à vivre, euh, inspirer et à accueillir ses peurs, parce que souvent, les gens pensent que j'ai pas peur. Tu vas dire, ouais, mais toi, t'as pas peur, toi, t'as un caractère. Si, mais j'ai plein de peurs, en fait. C'est juste que je veux plus qu'elle dirige ma vie et donc de continuer dans cet engagement envers moi-même. C'est ça mon rêve. Et puis après, je pense que quand on est engagé envers soi-même et aligné, le reste, ça suit. Ça, c'est ma croyance. Très juste. Par rapport aux peurs, il y a une question que je voulais te poser tout à l'heure. Tu dis bah, les accueillir justement. Est-ce que pour toi, une peur, c'est un indicateur de justement peut-être une direction à prendre? Alors en général, s'il y a une direction à prendre, c'est l'inverse de la peur. Parce que la peur est toujours mauvaise conseillère. Donc pour moi, la peur, c'est pas l'indicateur qu'il y a une direction à prendre, mais qu'il y a une connexion à faire. Tu Mhm. vois? C'est-à-dire, si j'ai peur, c'est que je suis pas connectée. Je reviens au message de l'accouchement, en fait. Les Ouais. messages de l'accouchement, c'est que la connexion vient à partir du moment où tu accueilles la peur et que tu la traverses. Pas que tu essaies de la contourner ou que tu essaies de plus en Mhm. avoir, mais tu vas dedans. Et donc, c'est ça, faire face au miroir. C'est pas de se dire, bon, tu vois, genre, le pire malentendu qu'il puisse avoir, c'est de se dire, bah, un jour, j'aurai plus peur. Donc, Mhm. toute ma vie, je vais essayer de travailler sur moi, de faire du dev perso et tout ce que tu veux pour ne plus avoir peur. Et en fait, non. C'est juste, quand il y a une peur, ça veut juste dire, il y a une peur. Tu vois, Mhm. revenons simple Ouais. et bah, on y va quand même. Et c'est simple. Ça veut pas dire que c'est facile à faire, hein. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a donné la confiance nécessaire à un moment donné pour te dire, bon, ben, allez, il y a les peurs et moi je vais y aller. Je vais pas fuir, je vais pas regarder à côté, je vais pas me protéger, mais je vais vraiment y aller. Ouais. Bah, c'est mes valeurs qui changeront pas. C'est l'autonomie et la souveraineté. À partir du moment où on attaque mon autonomie et ma souveraineté, alors là, je, je, je peux pas. Et donc, je pense qu'un des gros déclencheurs, c'est ce qui s'est passé en 2020, où je rappelle, j'étais loin d'être la seule, hein, combien d'entrepreneurs se sont retrouvés avec leur entreprise fermée du jour au lendemain parce qu'il y a eu une décision gouvernementale. Et donc, à ce moment-là, ça va toucher dans ta liberté, tu vois, Mm. et tout ce que tu as construit, etc. Et donc là, à ce moment-là, c'est là où j'ai dit, OK, tout ce que je disais dans un cercle privé depuis des années, c'était pas Mhm. nouveau, hein. Là, j'ai dit, OK, maintenant, ça suffit. Et donc là, j'ai dit, je vais tout perdre. Parce que à l'époque, je rappelle pour ceux qui savent pas, donc moi, je dessinais des chaussures pour femmes, je les faisais faire en Italie. Je passais beaucoup de temps vers Venise, dans la zone là, Venise-Milan. J'étais dans le monde, l'industrie de la mode, du luxe, etc., tout ce que tu veux. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps. Alors moi, ce que j'aimais, c'était être dans les coulisses, tu vois, avec les matériaux, la main dans le cambouis, avec les artisans. Et la mode m'a toujours insupportée, je détestais ce monde-là. Mais moi, ce que j'aimais, c'était le luxe dans dans le savoir-faire. Mhm. Et en fait, bah, mes clientes étaient à 99% complètement lobotomisées. Et donc, quand il s'est passé ce qui s'est passé en 2020, je savais, en fait, si tu veux, ça a monté en moi. Moi, à peu près une semaine, même pas après ce qui a été dit et le lockdown, j'ai compris qu'il y avait une espèce de délire général. Et donc là, c'était le choix fondamental, c'est est-ce que tu assumes ce que tu penses et tu vas perdre tes clients? Mhm. Et donc, dans ce cas-là, tu t'honores et tu es aligné, ou est-ce que tu dis rien? Et donc là, tu suis la voie de la peur parce que clairement, tu le fais pour rester, on va dire, dans les clous pour que la main qui te nourrisse continue de te Mhm. nourrir. En gros, c'est un peu ça, hein, tu vois. Ouais. Et j'ai réfléchi pendant à peine 48 heures.
Ça n'a pas été très long, hein. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, ça va. Et tu vois, c'est comme quand tu perds un proche, quand t'as, moi, j'ai eu quand même plusieurs fois dans ma vie très jeune des personnes, enfin, contact avec des horreurs, quoi. Tu vois, j'ai eu un père qui a mis 10 ans à mourir. Il a eu des hémorragies cérébrales les unes après les autres. Enfin, c'était hyper violent pour moi. Et puis, il y a eu d'autres épisodes aussi extrêmement trash. Et donc, à chaque fois dans ces moments-là, ça m'a mis devant l'essentiel de la vie, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé en 2020, l'avantage, c'est que pour nous tous, ça nous a mis devant l'essentiel de nos vies. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, euh, c'est quoi l'essentiel là? C'est les valeurs humaines, en fait. C'est l'autonomie et la souveraineté. Là, ce qui se passe, c'est pas normal. Et moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Ça va pas changer le système, mais moi, j'aurais été alignée avec mes valeurs. Et donc, à partir de là, effectivement, ça a déclenché toute la série de la suite. Hmm. Ouais, c'est marrant. Il y a un truc qui est important, je pense, dans ce que tu dis, c'est que tu savais qu'en le faisant, ça allait pas changer le système. Euh, ça, pour moi, c'est super intéressant parce que je trouve que beaucoup de personnes, en fait, vont se dire, non, mais moi, je le fais pas parce que dans tous les cas, ça va pas changer les choses. Et à partir de là, qu'est-ce qui fait que, en sachant ça, malgré ça, tu décides à un moment donné, tu vois, de te dire, ben, ok, je changerai rien, mais et presque, j'ai pas envie de le changer, mais moi, je vais m'honorer et je vais rester droite, en fait, par Mhm. rapport à qui je suis. Mhm. À quel moment, en fait, tu vois, t'as ce respect envers toi, envers ce que tu penses? Bah, en fait, si tu veux, pour moi, à ce moment-là, je me dis pas que ça va changer les choses. Je me dis juste que j'ai des choses à dire et que je vais les dire. Et ce qui va s'en suivre ne m'appartient pas. Et c'est comme ça que j'ai pu me prendre des vagues de haine, d'horreur, hein. Moi, j'ai entendu des choses. Mm. Et en fait, je me disais, mais ok, ben, tu vois, ça m'appartient pas. Ça, c'est pas. Et le nombre de personnes qui se sont réveillées, je pense que ça a été lié au fait qu'il n'y avait pas justement cette attente derrière. Mm. Et, et c'est vrai que c'est mon caractère, je suis comme ça. Je suis extrêmement entière. Et quand j'ai quelque chose à dire, bah, je le dis en fait. Et je ne le dis pas pour être aimé, ni pour déplaire. En fait, je le dis parce que je le dis. Et donc, ensuite, après, chacun fait ses choix. Et j'ai toujours dit à ma fille, donc aînée, qui est... Bon, les autres sont trop petits, donc encore, ils ne comprendraient pas tout. Mais tu vois, la seule façon de changer un monde, c'est de montrer l'exemple. C'est pas de se soucier à changer les gens, c'est juste de montrer l'exemple. Et t'en as un qui se met debout, puis après t'en as un autre qui se met debout, puis après t'en as des millions qui se mettent debout, tu vois. Pas parce que celui qui s'est mis debout, il a dit aux gens de se mettre debout, mais parce que juste lui, il a montré l'exemple. Et moi, c'est ça qui m'a toujours animée, c'est pourquoi on a besoin de regarder des séries Netflix et d'avoir des héros, alors qu'en fait, il suffirait juste de se lever et de faire ce qu'on a à faire, tu vois. Mm. Et donc, bah, j'ai juste fait ce que j'avais à faire pour moi. C'est simple. Super, super, super. Le soupir de Simon. Ouais. Non, mais tu vois, même dans le corps, tu sens vraiment, en fait, je pense que c'est extrêmement sous-estimé comme message. Tu sais, de l'extérieur, tu peux l'entendre et te dire oui, mais, tu vois, oui, mais, oui, mais, oui, mais en fait, c'est extrêmement simple, mais extrêmement puissant. Et c'est vrai que si on l'entend et que justement, on commence à être le héros, de notre propre vie, les choses vont naturellement évoluer, en fait. C'est juste forcé. Super Emma, j'aime bien finir de cette manière-là. Si aujourd'hui on veut justement travailler avec toi, si on veut apprendre à mieux te connaître, à mieux savoir qui tu es, comment on fait? Eh ben là, il n'y a rien de plus simple pour savoir qui je suis. Ben, j'ai un podcast aussi tous les jeudis. Donc sur ma chaîne YouTube, le plus simple, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube, je pense. Là où on est maintenant. Donc Emma Cruzy officielle, avec un seul M, Emma, bien sûr. Mhm. Et, euh, et donc là, 2 fois par semaine, il y a des contenus qui sortent ou sur mon Instagram, faut aller voir. Bon, Instagram et YouTube sont des plateformes qu'on utilise tous les jours. Donc il y a tout le temps des contenus. Et puis, évidemment, pour les personnes qui ont un projet, qui commencent déjà un peu à se définir, mais quand même,
nous, on a 80% des femmes dans mon accompagnement qui sont pas encore enceintes. Je sais pas si tu imagines, Simon, quoi. La C'est énorme, révolution en route, quoi. Tu vois, c'est pas juste ah ouais, énorme. bah, j'attends un bébé. Non, c'est vraiment des gens en conscience et tout. Donc c'est vrai que même si on a fait beaucoup de bruit pendant les dernières années, la plupart des gens ne me connaissent pas encore. Mm. Donc le plus simple, c'est de commencer comme ça, d'aller voir sur YouTube. Et puis au prochain Baby Bootcamp, de venir. Donc le prochain, ça sera en 2026. Là, on a terminé pour cette année. Maintenant, l'équipe est tranquille. Parce que ça a été quand même, cette année, c'était intense. Et puis là, le bootcamp, c'est vraiment 5 jours. On travaille à fond on déconstruit beaucoup, beaucoup de fausses croyances. Parce que alors là, au niveau de la naissance, je te dis pas les dégâts depuis des décennies de dogmes et de séries télé et de croyances dans les familles. Donc voilà, le plus simple pour moi, c'est ça, c'est YouTube, Instagram évidemment, bon bah Facebook, TikTok, LinkedIn, on est partout, hein. Donc Mm. faudrait vraiment le vouloir pour pas me trouver. Ok, donc en gros, taper Emma Cruzy un peu partout, ouais. Ouais, taper Et ma vous cruise y un peu arriverez. partout, donc avec un M. Et par contre, c'est sûr que si on tape sur Google, on va tomber sur mes prises de parole très clivantes. Et donc, c'est parfait pour les personnes, en tout cas, qui s'intéressent à ces sujets-là. Comme ça, au moins, ça permet de savoir si on a la bonne adresse ou pas, parce qu'évidemment, il y a toute une partie des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, et dans ce cas-là, bah, c'est mieux d'aller ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai un discours qui est bien trempé. Exactement. Juste une chose que je voudrais dire par rapport à ça, qui me paraît importante, c'est que, effectivement, si vous découvrez Emma, que vous voyez son message qui peut être effectivement clivant, hein, tu vois, un discours bien trempé, euh, posez-vous justement la question du miroir. Emma, je pense qu'elle le décrit assez bien, mais c'est vrai que ça lui appartient pas, ce que vous pensez d'elle. Ça vous appartient, c'est votre perception du monde, votre perception des choses. Et je pense que parfois on peut être, justement, ça nous touche tellement dans notre humanité qu'on peut en avoir peur en fait. Et l'idée, ça serait justement de comprendre pourquoi ça nous touche et qu'est-ce qu'on va essayer de fuir en désignant, bah, là en l'occurrence, Emma comme coupable d'avoir dit ce qu'elle dit. Parce qu'en réalité, la liberté la plus fondamentale, bah, c'est bien celle qu'on a tous de s'exprimer et de penser ce qu'on veut. Donc voilà, si jamais ça vous choque, si jamais ça vous touche, bah, ne jetez pas tout. Euh, Allez voir en vous, regardez justement quelles sont les peurs qui viennent s'activer. Et puis, c'est le début du chemin pour se retrouver justement. Tu parlais de reconnexion, pour reconnecter à soi. Et puis, découvrir. Découvrir, se renseigner, être curieux. Je pense qu'à la base, tu t'es décrite comme une chercheuse. Je pense que c'est ça, être un chercheur. C'est être curieux, en fait, et se poser des questions. Et puis, être ouvert un petit peu à tout ce qui se dit, justement, pour remettre en cause les schémas établis et tout ce qui nous dirige, consciemment ou inconsciemment. Ouais, merci Simon. Et je voulais aussi ajouter, tu sais que j'ai invité quantité de médecins, de gynécologues, d'experts en tout genre en live et il n'y a jamais un qui a dit oui. Euh, donc je réitère, hein, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et qui souhaitent venir débattre en live avec moi, j'attends toujours, ça fait des années, mais personne ne veut venir débattre avec moi. Donc qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un dira oui. Par contre, c'est du live, je veux que du live. Ça, c'est la condition sine qua non. Ouais, tu sais, par rapport à ça, c'est intéressant parce que bon, moi, je côtoie pas mal aussi le milieu médical. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent la même chose que toi, mais qui ont Bah oui. juste peur de le dire, Oui, tu mais il y vois. en a plein qui m'appellent derrière, hein, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, les infos que j'ai, ça vient pas du plan divin. Il y a beaucoup de choses qui me viennent du plan divin, mais je peux te dire que les emails et derrière, alors c'est l'enfer quand tu entends les choses et tout ce que j'explique aux personnes que j'accompagne, je ne les sors pas d'un chapeau de magicien, effectivement. Ouais, exactement. Non, donc c'est cool. Bah écoute Emma, merci énormément. Je sais pas si tu as un dernier mot. J'aime bien aussi, si, une dernière question que j'aime beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil comme ça un peu général, tu vois, potentiellement aux gens qui écouteraient, parce que je crois beaucoup enfin, dans le fait qu'il n'y ait pas de hasard et que je pense que si tu donnes un conseil, ça s'adressera forcément aux gens qui l'écouteront. Donc si c'est quelque chose qui te vient comme ça spontanément, que tu aimerais partager. Oui, c'est d'investir en vous. Alors là, je crois que s'il y a un conseil, surtout parce que là, on est à l'aube de 2026,
investissez en vous et arrêtez de vous poser 50 000 questions. Parce que dans notre culture franco-française, on nous apprend à investir en un appartement, tu vois, alors c'est bien, tu vas placer tes sous. J'ai eu une discussion exactement comme ça l'autre jour avec une femme que j'accompagne. Elle me dit, tu vois, j'ai reçu un héritage et donc bah, cet héritage, j'ai investi dans un appartement et maintenant j'ai envie. Mon rêve le plus fou, ça serait de vendre cet appartement parce que ça lui rapportait des petits trucs. Elle me disait, j'ai des petites rentes avec ça, tu vois. Elle me Mm. disait, j'ai envie de vendre cet appartement, de reprendre cet argent et de m'acheter une maison au bord de la mer et d'aller vivre là-bas et de faire mes créations parce que c'est une fille très créative. Et mais j'ai peur parce que je sais que ma famille va me dire, ouais, ça se fait pas, mon Dieu, t'es égoïste, puis la ribambelle. Mm. Et tu vois, dans 99,9% de notre vie, si en fait aujourd'hui on a la vie qu'on a, c'est parce que en fait là-dedans, c'est câblé pour avoir cette vie-là. C'est juste pas câblé pour avoir la vie dont on rêve. Donc arrêtez de penser qu'un jour, par miracle, la grâce divine va vous toucher et votre vie va changer. Ça va changer quand vous, vous aurez envie que ça change et que vous allez vous dire que maintenant le problème, c'est votre câblage en fait. Et votre vie n'est juste le reflet que de votre câblage. Et donc la seule façon de changer les câbles, c'est d'investir sur vous et de pas chercher forcément toujours la, la, le moment parfait, l'accompagnement parfait. Non, faites, allez, bougez-vous, et puis allez, parce que moi, le nombre de choses que j'ai faites, mais on peut pas, tu vois, je te vois rire, parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui doit te toucher aussi, c'est cette espèce de, de statu quo, tu vois. On a envie que ça change, mais on prend pas les actions pour, parce qu'on est juste conditionné à penser, et ça, c'est des processus inconscients, que bah, ça va changer tout seul, en faisant tout le temps, les mêmes actions. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est arrêter de tourner autour du pot, croyez en vous, tout le monde est capable, j'ai rien de plus, Simon, on n'a rien de plus, c'est juste qu'à un moment donné, on a fait des choix différents, et que vous aussi, à un moment donné, bah, il faut que des personnes vous mettent des coups de pied aux fesses, alors arrêtez de réfléchir et bougez-vous les fesses. Voilà ce que j'ai envie de dire. Génial. Moi, je dis tout le temps, trompez-vous. Ouais, Euh, trompez-vous. Les meilleures choses arrivent quand on se trompe. Les meilleures yes. choses de la vie arrivent toujours quand on se trompe. Donc, trompez-vous. Faites des erreurs. C'est vraiment mon truc. Moi, maintenant, j'essaie de me tromper tout le temps. Et la réalité, c'est qu'en fait, tu te trompes pas quand tu Et, pas peur et, de te tromper. et aussi, bah, c'est parfait, faites des erreurs. Et surtout, pour ceux qui sont perfectionnistes, parce que je sais qu'il y en a sûrement qui vont écouter, soyez perfectionniste que dans les détails et limitez drastiquement les détails dans votre vie. That's it. C'est pas mal. Ok, super. Bah écoute, merci. Merci beaucoup, Emma. Franchement, c'était trop cool de Yes, t'avoir. avec Je suis super plaisir. heureux que tu aies accepté. Toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec toi. Et puis voilà, qui sait, peut-être qu'on se recroisera en live sur YouTube. Si vous Allez. voulez un épisode numéro 2, dites-le en Ouais, commentaire, votez, et on se retrouvera pour le prochain épisode. Yes, merci Simon exactement. en tout cas pour ton invite. Avec plaisir.